Like women are not allowed to ride motorcycles. Salut les amis, cette fois nous partons de l'autre côté de l'Atlantique pour aller à la rencontre d'une nouvelle icône de l'indépendance et de l'esprit de liberté. Née en 1911, Bessie Stringfield, noire américaine, a vécu dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Amérique de Jim Crow. Afin de bien comprendre les enjeux de son mode de vie dans la première moitié du XXe siècle, il faut remonter l'histoire des États-Unis et de l'un de ses emblèmes, sa Constitution. Le rêve américain n'est pas à la portée de tous. Il fut une période de l'histoire du pays où l'esclavagisme était autorisé, validé même par la constitution du pays. La grande majorité des Afro-Américains sont des descendants d'esclaves déportés depuis 1619. Dans ce contexte, il leur a été difficile d'atteindre un statut de citoyen à part entière sur le sol américain. Avec l'arrivée du mouvement abolitionniste vers 1830 et jusqu'à la guerre de sécession, les États favorables à l'esclavagisme mirent en place les Black Codes, un ensemble de lois votées par les États ou au niveau local qui limitaient les droits fondamentaux et civiques des Noirs plus de 200 ans après l'arrivée des premiers esclaves sur le territoire. Le mariage interracial ou l'accès à la propriété des Noirs était majoritairement interdit. Malgré la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln en 1862, il faut attendre la fin de la guerre de sécession en 1865 pour voir apparaître les 3 amendements de la Reconstruction qui traiteront du statut des esclaves. Le 13e amendement abolissant tout bonnement l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Afin de réintégrer l'Union, les États du Sud réaménagèrent un peu leur Black Code afin qu'ils correspondent vaguement à la proclamation d'émancipation de Lincoln et au 13e amendement sans toutefois les supprimer. Il faudra attendre les 14e et 15e amendements de la Constitution pour voir ces lois disparaître définitivement. Cette reconstruction des États rebelles du Sud voit la fin du régime esclavagiste de la Confédération, le retour des États du Sud dans l'Union, mais aussi l'échec de l'intégration des affranchis afro-américains dans les anciens États du Sud. En effet, en 1877, à la fin de la Reconstruction, l'application des droits constitutionnels fut entravée dans les États du Sud par les lois Jim Crow et par les divers règlements légalisant différentes formes de ségrégation raciale qui étaient une manière de conserver les Afro-Américains dans un statut proche de l'esclavage et en les cantonnant aux travaux qui leur étaient dévolus durant l'esclavage. Penchons-nous un peu sur les lois Jim Crow. Jump Jim Crow est une chanson de 1828 qui semblait, à l'origine, défendre la cause des Blancs et des Noirs des classes inférieures contre l'oppression des classes moyennes et supérieures. Le terme Jim Crow devint par la suite une manière de désigner les Afro-Américains, ce qui donnera leur nom aux différentes lois qui institutionnalisèrent la ségrégation raciale aux États-Unis jusqu'en 1964, date à laquelle fut ratifié le Civil Rights Act, mettant fin à toute forme de ségrégation, de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Les plus importantes lois Jim Crow introduisaient la ségrégation dans les services publics, écoles, hôpitaux, transports, justice, etc., les lieux de rassemblement tels que les restaurants, cafés, théâtres, salles de concert, et restreignaient les interactions sociales entre blancs et gens de couleur au strict minimum, cela au nom du principe séparés mais égaux. Pour exemple, en Alabama, tout restaurant ou tout endroit où est servie de la nourriture sera illégal s'il ne prévoit pas de salles distinctes pour les personnes blanches et de couleur, à moins que celles-ci ne soient efficacement séparées par une cloison pleine s'étendant du plancher vers le haut à une distance minimale de 7 pieds, et à moins qu'une entrée séparée soit prévue. Tandis qu'en Floride, on sépare les enfants et les condamnés, les écoles pour les enfants blancs et pour enfants noirs devront être séparées,
Le surveillant veillera à ce que les condamnés blancs aient des lieux séparés pour dormir et pour manger de ceux des condamnés noirs. Quel rapport avec Bessie Stringfield, me direz-vous? Nous y venons. Née en 1911 aux États-Unis, ses origines sont afro-américaines. D'ailleurs, le flou concernant ses origines ne permet pas d'être certain de sa filiation, nous n'en parlerons donc pas. En 1927, à 16 ans, passionnée de deux roues, Bessie demandera une moto à sa mère adoptive. Elle apprendra seule à piloter une moto à cette occasion. Sa première monture sera une Indian Scout de 1928. Dès la fin de ses études, quelques années plus tard, elle ne lâchera plus son moyen de locomotion. En 1930, Bessie se lance dans son premier voyage. Une femme à moto, c'est déjà rare, mais alors une femme noire à moto dans les années 30, c'est presque incroyable. En 10 ans, Bessie parcourt ainsi 8 fois les États-Unis de long en large, bravant les stéréotypes et les clichés racistes. Elle tirait à pile ou face sur la carte des États-Unis pour choisir le lieu où elle se rendrait. Comme on peut l'imaginer, le racisme, le sexisme et autres préjugés archaïques ne l'épargnèrent pas, sans pour autant l'empêcher de faire ce qu'elle avait décidé de faire. La tradition à l'époque est que les habitants, le long des routes, accueillent régulièrement des voyageurs. Le souci, c'est que la ségrégation est encore très forte aux États-Unis, surtout dans les États du Sud, et rares sont les Blancs à bien vouloir accepter d'héberger Bessie. Elle passe de nombreuses nuits couchée sur sa moto dans les stations-service. Au cours de ses voyages, Bessie Stringfield gagne de l'argent en effectuant des cascades à moto lors de démonstrations et de festivals. Interdite de course sur piste en raison de son sexe, elle se fait à plusieurs reprises passer pour un homme pour pouvoir y participer malgré tout. Les prix qu'elle aurait dû remporter lui sont toujours refusés au moment d'enlever son casque et de révéler son sexe. Lorsque la Première Guerre éclate, elle rejoint l'unité d'expédition motocycliste de l'armée. 4 années durant, elle relie les bases militaires territoriales, transportant dans ses sacoches des documents confidentiels, rencontrant souvent le racisme, qu'il soit latent ou brutalement affirmé, comme lorsque dans le sud du pays, un homme blanc en pick-up l'a délibérément heurté. Dans les années 50, après la guerre, Bessie s'installe sous le soleil de Miami, mais est toujours harcelée à cause de sa couleur de peau. Un policier lui dira même cette phrase: « Les femmes nègres ne sont pas autorisées à conduire des motos ». N'ayant pas le permis, Bessie décide alors de défier le chef de la police de Miami sur leurs aptitudes à moto. Elle remporte ce défi haut la main et gagne le droit de rouler à moto comme elle veut. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, Bessie décide de fonder son propre club de motards, le Iron Horse Motorcycle Club, et devient une véritable célébrité. En 1990, celle que l'on avait surnommée la Reine Motarde de Miami reçut les honneurs lors de l'inauguration d'une exposition consacrée aux héros de Harley-Davidson par l'AMA, l'Association américaine des motards. 10 ans plus tard, l'AMA toujours a donné son nom à un prix récompensant une femme pour son œuvre dans le sport ou la pratique motocycliste, le Bessie Stringfield Memorial Award. Décédée en 1993 suite à des problèmes cardiaques, Bessie Stringfield entre au Motorcycle Hall of Fame en 2002. Durant son existence bien remplie, elle a possédé pas moins de 27 Harley-Davidson. Chaque année, son club de motards, qui existe toujours, lui rend hommage en traversant les États-Unis. Que des femmes noires chevauchant de grosses cylindrées. Au fait, sa pierre tombale porte, paraît-il, cette inscription: « Tout ce que j'ai fait fut très amusant et j'ai aimé ça ». De son vivant, le mode de vie de Stringfield était tabou. 10 ans seulement après que les femmes blanches ont obtenu le droit de vote, elle brisait les conventions en se forgeant l'image d'une femme noire indépendante. Anne Ferrar raconte les aventures de Bessie dans son livre Her Mirror, Woman, Motorcycle and the Rapture of the World. Merci d'avoir regardé cet épisode de Sur les traces jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et dans ce cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partage aussi, ça fait toujours plaisir. À très bientôt sur les routes et sur la toile. Ciao!